Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'enregistrement de la troisième vidéo. J'espère que vous regardez bien attentivement les vidéos qui sont postées, où j'essaie d'expliquer d'une façon assez simple et facile des idées qui sont au départ complexes et très, vous savez que dans le cas de Borges par exemple, ce sont des textes assez hermétiques, mais j'essaie de vous simplifier les choses pour que vous puissiez en tirer les significations et que vous puissiez utiliser ce que je vous dis et toutes les conclusions et les analyses que j'élabore ici devant vous, pour que vous puissiez justement les intégrer et les reprendre dans vos travaux, surtout dans le contrôle qui vous attend. J'ai remarqué en essayant de vérifier le cours sur la plateforme que beaucoup d'étudiants ne regardent pas ni les vidéos, ni les documents. C'est très inquiétant pour moi. Alors je vous le dis tout de suite. Il faut que vous soyez régulier, il faut que vous soyez assidu, il faut rigoureux et surtout que vous suiviez au moins les vidéos que je poste. Alors, les deux dernières vidéos, dans les deux dernières vidéos, j'ai essayé de vous mettre un petit peu dans le contexte de l'approche comparatiste. Et surtout dans la deuxième, j'ai fait une démonstration de ce que doit être une comparaison en littérature, une analyse comparative en littérature, ou ce qu'on appelle d'ailleurs une lecture croisée. Et aujourd'hui, je vais donc continuer le travail déjà entamé dans la deuxième vidéo, et je vais donc reprendre le labyrinthe en tant que thème et structure dans les deux textes au programme, à savoir Thésée de Gide et l'Aleph de Borges. Et alors aujourd'hui, comme nous l'avons vu dans le dernier enregistrement, le labyrinthe constitue l'une des affinités majeures qui rapprochent les deux textes au programme. Il prend plusieurs formes et plusieurs interprétations, surtout chez Borges. Pourquoi chez Borges? Parce que chez cet auteur, il s'agit de nouvelles et que dans chaque nouvelle, nous pouvons trouver, par exemple, une structure particulière du labyrinthe, même si, en fait, elle reprend certaines caractéristiques communes avec les autres labyrinthes dans les autres nouvelles. Mais en plus, il peut recevoir donc des interprétations différentes et l'aspect métaphorique devient pluriel et reçoit plusieurs significations. On peut dire que d'une façon générale, pour essayer de trouver une affinité, comme j'ai dit, qui rapproche les deux textes, on peut dire que le labyrinthe est utilisé comme métaphore de l'égarement et également de la quête d'identité. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'axer et de focaliser le travail sur la quête d'identité, sur le dédoublement, mais aussi sur le miroir. Le miroir, c'est vrai que c'est particulier à Borges, donc nous allons parler de ces aspects-là et nous allons parler d'un aspect également qui est en rapport avec le labyrinthe, qui est l'idée de la répétition et du retour du même. Nous en avons déjà parlé un peu dans la dernière vidéo, mais nous allons reprendre cette idée avec plus d'exemples. Aujourd'hui, je vais vous demander de vous référer régulièrement aux deux textes, donc de prendre les deux textes et de voir avec moi à chaque fois
que je vous réfère à ces textes, donc de voir avec moi les citations qui sont puisées dans le texte. Alors, en premier lieu, nous allons donc parler de la répétition dans le labyrinthe. Alors, le thème de la répétition, comme je vous ai dit, revient assez souvent et on peut relever une caractéristique donc commune qui est celle de la ressemblance. La répétition vient justement de cette ressemblance, la ressemblance des couloirs, des salles, des murs, des escaliers. C'est cette répétition qui est à l'origine de l'égarement. Et là, je vais citer le texte de Borges, donc je vais citer l'Immortel à la page 21. Permettez que je cherche, voilà, donc dans cette page-là, dans la page 21, nous allons voir cette description du labyrinthe qui insiste sur justement la ressemblance qui existe entre toutes les parties du labyrinthe, les salles, les murs, les couloirs, les escaliers, qui fait que celui qui se trouve à l'intérieur du labyrinthe n'a pas de repère et qu'il est en perte de repère, ce qui favorise son égarement. Alors voici le passage est le suivant, donc à la page 21, en bas du paragraphe central. Cette cave avait 9 portes. C'est dans, c'est dans la nouvelle L'Immortel, la première nouvelle de ce recueil. Cette cave avait 9 portes. 8 introduisaient à un labyrinthe qui, insidieusement, ramenait à la même chambre. La 9e, grâce à un autre labyrinthe, donnait sur une seconde chambre circulaire, identique à la première. Donc nous avons ici l'adjectif identique qui veut dire pareil, semblable. Donc on peut faire le tour du labyrinthe plusieurs fois sans que sache où l'on est exactement. Alors ma malchance et mon angoisse les multiplièrent. Le silence était hostile et presque parfait, et ainsi de suite. Donc l'immortel, le personnage de cette nouvelle, cherche une issue dans ce labyrinthe, mais malheureusement, il ne peut y arriver qu'après un certain temps passé à chercher l'issue. Et donc, il dit à la fin de ce paragraphe, à la page 22, « J'ignore le temps que j'ai passé à cheminer sous terre. Je sais qu'il m'est arrivé de confondre dans la même nostalgie l'atroce village des barbares et une ville natale avec ses grappes. » Donc ici, c'est toute la ville ou toute la cité des Immortels qui est un labyrinthe. D'ailleurs, à plusieurs moments, dans certaines nouvelles, Borges dit ceci: « Le monde est un labyrinthe. » Donc cette idée-là, si vous voulez, nous pouvons la trouver chez Thésée, chez Gide, dans son ouvrage Thésée, à la page 75, nous trouvons par exemple cette description qui reprend également l'idée de la ressemblance, l'idée de la multiplication du même, c'est-à-dire les mêmes murs, les mêmes éléments, les mêmes parties de du labyrinthe de Crète. Et là, il est vraiment question du labyrinthe de Crète. On va aller à la page 75, si vous permettez. Donc, à la page 75, nous trouvons ceci. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. Alors, à la page 75, en bas de la page, déroulant le fil bien sûr qu'Ariane a passé à Thésée, et qui est d'ailleurs une idée de Dédale. Déroulant le fil, je pénétrai dans une seconde salle, plus obscure que la première.
mais dans une autre plus obscure encore, puis dans une autre, où je n'avançais plus qu'à tâtons. Ma main frôlant le mur rencontra la poignée d'une porte que j'ouvris à un flot de lumière, ainsi de suite. Donc, il passe d'une pièce à une autre, d'une salle à une autre, sans qu'il sache exactement où il est. Et donc, l'obscurité aidant, l'obscurité est un élément aussi d'égarement, parce que l'obscurité ne permet pas non plus de retrouver l'issue. Alors, en fait, si nous considérons tout le roman de Thésée, nous remarquerons que Thésée, le personnage, là je parle du personnage et non pas du titre du roman, nous remarquerons donc que le personnage principal s'engage dans un labyrinthe linéaire qui épouse l'ordre chronologique. En dehors peut-être du début de Thésée, où c'est Thésée vieux qui bien sûr s'adresse à Hippolyte déjà mort, donc où c'est en principe c'est la dernière je dirais la dernière scène du texte, parce qu'elle devrait figurer à la fin. C'est sous le signe, si vous voulez, du testament, parce qu'il s'agit, quand on lit Thésée de Gide, on s'aperçoit rapidement qu'il s'agit d'une écriture testamentaire. Donc c'est vraiment un testament qu'il adresse, c'est une écriture testamentaire, donc qu'il adresse à son fils Hippolyte, mort dans les conditions que vous connaissez, dans les circonstances que vous connaissez. Donc, en dehors de ce premier épisode, ou de cette première partie du texte qui s'inscrit vraiment, qui devrait s'inscrire ou qui devrait figurer à la fin, mais qui est au début, qui fait office de préambule, je dirais d'incipit, le reste, bien sûr, suit un ordre je dirais chronologique, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et bien évidemment la vieillesse. Donc nous sommes en présence d'un ordre chronologique allant de l'enfance à la vieillesse et qui correspond à un voyage terrestre, à la quête, au début, encore adolescent, Thésée va partir donc à la quête de la paternité. Cette quête de paternité marque le début du voyage initiatique qu'il entreprend, parce qu'il veut d'abord, avant d'entamer sa vie de héros, il doit avant tout, si vous voulez, être reconnu par son père, et pour qu'il soit reconnu, il faut qu'il trouve les armes sous le rocher qui ont été cachées par Poséidon, le dieu des mers. Parce que, en fait, comme on va le voir tout à l'heure, ce qui compte beaucoup pour Thésée dans le roman de Gide, insistant là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas du mythe originel. Ce n'est pas ça du tout dans le mythe originel, parce que dans le mythe originel, ce n'est pas le père qui va inciter son fils à aller chercher les preuves de sa paternité, mais c'est plutôt la maman, Etra. Donc, alors que dans Thésée de Gide, parce que nous savons que Gide a complètement modifié, transformé, réécrit, mais complètement le mythe de Thésée, et qu'il a donc mis comme priorité pour Thésée, d'abord qu'il retrouve ces armes, mais des armes qui sont cachées par Poséidon et non pas par Égée. Alors que dans le mythe originel, c'est Égée qui a caché, il s'agit pas il s'agit d'une épée et de sandales, donc une paire de sandales qu'Égée a caché et que sa maman Etra va lui indiquer pour qu'il trouve les preuves de sa paternité, mais la paternité d'Égée. Alors que là,
ce que cherche Thésée dans le livre, dans l'ouvrage, dans le roman de Gide, c'est la paternité de Dieu, parce que c'est cette paternité qui compte le plus. Vous savez que Poséidon est le dieu des mers. Alors, on va voir à la page 15 et 16, c'est là, effectivement, où nous allons trouver le passage qui raconte cet épisode de la quête de paternité. Donc, à la page 15 et 16, au début... Voici donc ce passage. L'effort premier, je le donnai sur son invite. Ce fut en soulevant des roches pour chercher les armes que, sous l'une d'elles, me disait, Poséidon avait cachées. Il riait de voir par cet entraînement mes forces s'accroître assez vite, et cet entraînement musculaire doublait celui de m'en vouloir. Après que, dans cette recherche vaine, j'eus déplacé les lourdes roches d'alentour, comme je commençais à m'attaquer aux dalles du seuil du palais, il m'arrêta. Les armes, me dit-il, importent moins que le bras qui les soutient. Le bras importe moins que l'intelligente volonté qui le guide. Voici les armes. Pour te les remettre, j'attendais que tu les mérites. Je sens en toi désormais l'ambition de t'en servir et ce désir de gloire qui ne te laissera t'en servir que pour de nobles causes et pour l'heure de l'humanité. Le temps de ton enfance est passé, sois homme. Sache montrer aux hommes ce que peut être et se propose de devenir l'un d'entre eux. Il y a des grandes choses à faire. Obtiens-toi. Donc, cette épreuve de paternité est liée à une maturité physique, c'est-à-dire à une force physique qui est commandée par de l'intelligence. Donc, c'est un passage qui met en relief surtout la maturité atteinte et qu'à partir du moment où il a pu soulever et trouver les armes, ce qui importe le plus, c'est la force physique, mais une force sous l'emprise de l'intelligence, qui est une force beaucoup plus utile. Donc, c'est en fait, c'est son père, le roi Égée, qui va le pousser à prouver la paternité du dieu Poséidon, qui est pour lui beaucoup plus importante, beaucoup plus valorisante que d'être le fils seulement d'un roi, comme je vais le dire tout de suite, c'est-à-dire être fils d'un roi ne suffisait pas pour lui. Il devait mériter le trône en prouvant qu'il est aussi le fils d'un dieu. Ce n'est pas ce qui se passe dans le mythe originel où c'est la reine, comme j'ai dit, Hétra, qui incite Thésée à soulever le rocher pour y trouver l'épée et les sandales que son père Égée a caché, preuve de la paternité. Donc il y a ici, si vous voulez, une modification au niveau du mythe que Gide a soumis à traiter pour montrer d'abord que le plus important, ce n'est pas d'être le fils d'un roi, mais aussi le fils d'un dieu qui donne beaucoup plus, je dirais, d'aura, de valeur et aussi une véritable gloire dans le fait d'être le fils d'un dieu. Et il y a aussi l'idée de demi-dieu. Hein. Thésée est-il un demi-dieu? Et on peut le penser, étant donné que c'est le père. C'est le père aussi de... donc, Thésée est ainsi tiraillé entre deux pères, un humain, un roi et un dieu. Donc depuis le départ, il est, si vous voulez, son identité est marquée par cet aspect double, ce tiraillement entre les deux pères. Mais on pourrait dire qu'il est quand même assez fier d'être le fils d'un dieu, d'être un demi-dieu. Donc, pour continuer, je peux dire, pour
aller dans le sens, si vous voulez, du mythe chez Gide, on pourrait dire que le mythe a subi de grandes transformations, des transformations profondes par Gide. Depuis le début du roman, on sait que Thésée est face à une dualité qui procure au personnage de Thésée une forme d'ambiguïté, une ambiguïté ou une dualité donc au niveau de la paternité, donc il est entre deux pères, et ensuite personnel, c'est-à-dire privé, qui renvoie à Thésée en tant que personne, je dirais, en tant que moi. Donc Thésée se trouve également entre deux tendances, celle du héros, le désir d'être un héros, mais aussi le désir d'être un bâtard. Et là, je pense que la définition du héros, c'est quelqu'un donc qui réalise un certain nombre d'exploits, qui doit avoir un certain nombre de qualités, qui doit être d'abord courageux, audacieux, intelligent, qui doit aussi avoir une force musculaire, qui doit être un être de bien, un être et puis il y a le bâtard, le bâtard qui est beaucoup plus individualiste et qui va dans le sens de la liberté, c'est-à-dire il va toujours chercher à se libérer de tous les liens, de toutes les conventions pour se réaliser lui-même à travers... Les autres sont là pour le servir, donc lui, il veut arriver à un objectif qui est celui d'être roi, d'être le maître, d'être au-dessus de tout le monde, et donc il est dans une attitude, si vous voulez, d'un individu, d'une forme d'égoïsme qui le pousse à vouloir être le plus fort, le plus... comme on va le voir à la fin du roman, le père de la cité, ou celui qui va bâtir la cité, qui veut qu'il reste dans la mémoire des gens, donc il veut l'immortalité, il veut la gloire, il veut la victoire, il veut... tout ça, c'est bien sûr des caractéristiques spécifiques au bâtard. Alors, il va vouloir se libérer. D'un côté, être héros, ça veut dire remplir un certain nombre de fonctions, comme j'ai dit. Et de l'autre, être bâtard, c'est aussi se libérer des liens familiaux, se libérer des femmes. Et nous allons voir que Thésée, dans tout le roman, va chercher effectivement une libération de toutes sortes de liens, même des liens avec la religion. D'ailleurs, tout de suite, il veut rompre tout lien avec les dieux. Quoique, c'est assez paradoxal, parce qu'au départ, il veut être reconnu par Poséidon. Donc, il y a je dirais, des sortes de paradoxes ou de contradictions dans le personnage même de Thésée. D'autre part, le voyage de Thésée est un voyage... Enfin, d'autre part, non, c'est juste pour confirmer ce que j'ai déjà dit. Le voyage en quête de l'identité, c'est ce qu'on appelle le voyage gnoséologique, donc c'est le voyage en quête de l'identité. Alors, la relation des doubles est celle qui rend compte de ses liens avec ses deux pères, avec son fils, mais elle se manifeste aussi chez les femmes de sa vie. Il est aussi entre deux femmes, entre Ariane et Phèdre. Donc, il est toujours entre deux désirs, entre deux identités, entre deux types de femmes, entre deux choix.
Quand on sait que le voyage, d'après le dictionnaire des symboles, le voyage est en rapport ou exprime la quête de la vérité. Voyager, c'est avant tout chercher la vérité, la paix, l'immortalité. La quête est la découverte d'un centre spirituel. Et Thésée, effectivement, quand il entreprend son voyage, d'abord un voyage terrestre, avec tous les exploits qu'il a réalisés contre les monstres, les combats contre les monstres qu'il a remportés, comme également contre le dernier monstre qu'il va tuer, c'est le Minotaure. Donc, effectivement, il y a, je dirais, en lui les qualités d'un véritable héros, parce qu'il arrive à remporter des victoires et donc à gagner les batailles. Et ce sont des exploits qui sont imprégnés, je dirais, d'héroïsme. Alors, juste pour résumer un peu cette partie sur Thésée, dire que l'identité de Thésée est double. Et là, nous allons tout de suite enchaîner avec l'Aleph et dire qu'il en est de même pour les personnages dans l'Aleph de Borges. Parce que dans la majorité des nouvelles, dans la majorité des 17 nouvelles de l'Aleph, il y a effectivement disons, l'identité, cette quête de l'identité chez les personnages, mais là aussi, il s'agit d'une identité double. Les personnages de Borges ne suivent jamais un modèle monolithique, pas du tout, mais ce sont des personnages dont la personnalité est double, sinon des fois plurielle. Donc il y a cette dualité qui est représentée souvent par le miroir. Nous avons nous avons une présence très importante des miroirs en tant qu'objets qui sont décrits dans les nouvelles de Borges. Donc c'est un objet qui est fortement présent dans l'Aleph. D'abord en tant qu'objet matériel qui fait partie du décor, mais surtout en tant que métaphore. Comme dirait Cocteau, les miroirs qui réfléchissent le mieux, ce sont les miroirs métaphoriques. Tous les miroirs sont symboliques, en ce sens qu'ils sont là pour dire qu'il y a du symbolique à interpréter dans le texte. Et c'est ce qui se passe avec, bien évidemment, Borges, c'est qu'à chaque fois que nous avons le miroir, nous devons chercher une interprétation qui prenne en considération le contexte de la nouvelle. C'est-à-dire, on ne va pas se mettre à interpréter un objet séparément du contexte du texte dans lequel il se trouve. Donc, chez Borges, par exemple, certains textes sont construits, et on va donc prendre comme point de départ chez Borges les structures en miroir, ce qu'on appelle une structure en miroir. On va commencer par la structure, ensuite on va aller vers les autres aspects du miroir chez Borges. Alors, certains textes sont construits en miroir. On peut parler dans ce cas du procédé de la mise en abîme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mise en abîme ? C'est un procédé dans lequel une histoire peut renfermer une autre histoire qui entretient avec elle des rapports spéculaires, c'est-à-dire les deux histoires se réfléchissent l'une dans l'autre et entretiennent des échos entre elles et s'éclairent mutuellement. Et donc, comme j'ai dit, elles se reflètent en entier ou en partie. Il s'agit d'un procédé littéraire qui est emprunté à la peinture.
Je pense que vous connaissez les Ménines, le tableau célèbre de Velázquez qui s'intitule Les Ménines, dans lequel nous voyons d'ailleurs la famille royale, l'infante qui est au milieu du tableau, et nous voyons bien sûr sur le tableau nous avons le peintre en train de peindre, de faire son travail, et puis nous avons tout à fait derrière un tableau comme une sorte de miroir ou un autre tableau dans lequel on voit également le peintre en train de peindre. Donc cette structure, si vous voulez, en double, permet justement de parler d'une structure, une structure en abîme, d'une mise en abîme. Ça veut dire que ça peut d'ailleurs se répéter à l'infini, hein, tableau dans le tableau, dans le tableau, dans le tableau, qui donne une impression un peu de vertige. Et donc, ceci permet, c'est-à-dire cette mise en abîme, permet de créer un effet écho, ce qu'on appelle un effet écho, entre deux histoires qui composent le même récit. Alors, je vais donner ici comme exemple, chez Borges, La quête d'Averroès, cette magnifique nouvelle qui s'intitule La quête d'Averroès. Vous savez tous qui est Averroès. Ibn Rushd, qui ne connaît pas Ibn Rushd, le grand savant et philosophe arabe installé en Andalousie et donc à Cordoue. Et là, dans cette nouvelle, nous pouvons parler de texte miroir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce texte miroir et quel est l'intérêt justement de ce récit? L'intérêt de ce récit réside justement dans cette structure qui crée un effet de miroir. Alors, je vais juste vous raconter brièvement cette histoire et vous dire que cette histoire raconte, le récit raconte l'échec d'Averroès. Son échec est en rapport avec les lectures qu'il faisait d'Aristote et il essayait de comprendre Aristote. Or, il n'est pas possible de comprendre Aristote si on ne comprend pas la langue et la culture d'Aristote. Et là, Averroès va commettre une erreur en essayant de traduire la comédie et la tragédie. Parce que vous savez très bien qu'à l'époque, dans la culture arabo-musulmane de l'époque, il n'existe pas de théâtre. Et donc, il ne pouvait pas trouver le sens exact de ces deux mots qui correspondent à des genres, qui étaient des genres quand même assez connus dans la culture gréco-romaine. Alors, il a traduit... par exemple, la tragédie, il a traduit l'anathème, et par satire, il a traduit la comédie. Et bien évidemment, c'est un échec percutant parce que ça ne correspond pas du tout. Alors que devant lui, dans la nouvelle, on voit bien que devant lui, en regardant par son balcon, il voyait bien qu'il y avait des enfants qui jouaient une sorte de pièce de théâtre. Il y avait des enfants, l'un qui jouait à celui qui priait, au croyant qui priait, un autre qui jouait le rôle du muezzin, muaddin, et puis vous avez un autre qui jouait le rôle du minaret, mais il n'a pas pu faire le lien entre cette scène qui se produisait devant lui et les deux genres je dirais, du théâtre de l'époque. Donc, Averroès a échoué, bien évidemment, mais la nouvelle, l'intérêt de cette nouvelle n'est pas dans cette histoire. Enfin, elle est dans cette histoire, mais elle n'y est pas totalement. Il y a un autre intérêt dans cette histoire. L'autre intérêt dans cette histoire, c'est que Borges se voyait lui-même
à la place d'Averroès. Pourquoi? Parce que lui-même essayait de comprendre la culture arabe, mais lui-même est dans une situation d'échec par rapport à cette culture. Donc l'impossibilité de comprendre une culture parce que nous ne partageons pas les mêmes, je dirais, les mêmes connaissances, nous ne partageons pas la même histoire, et du coup, nous ne pouvons pas comprendre exactement la culture de l'autre ou tout ce qui se rapporte à cette culture. Alors, Averroès, bien évidemment, est séparé de plusieurs siècles d'Aristote. Et la même chose pour Borges. Borges du XXe siècle, bien évidemment, il ne pouvait pas comprendre Averroès dans les siècles Xe, XIe siècle. Difficile de comprendre quelqu'un qui est séparé par des siècles de lui. Donc, il s'agit d'une culture différente, donc de cette difficulté ou même échec de comprendre l'autre. Donc, l'érudit arabe ne comprend pas Aristote et l'érudit argentin ne comprend pas Averroès. Et là, bien évidemment, nous avons cette structure en miroir que je vais schématiser de la façon suivante. Nous avons, si vous voulez, 3 plans dans cette histoire. Nous avons d'abord le texte, ou ce qu'on peut appeler le signifiant textuel, l'énoncé. Nous avons également le signifié fictionnel, c'est-à-dire l'histoire d'Averroès, l'histoire en tant qu'événement, donc l'histoire d'Averroès. Alors l'histoire d'Averroès, un grand savant, philosophe, qui voulait comprendre Aristote. Donc, en gros, c'est ça l'histoire. Et puis, nous avons aussi la narration. Et dans la narration, nous avons Borges qui, lui, donc, écrit sur Averroès. Donc, vous avez 3 niveaux. L'énoncé, l'histoire et la narration. Et il y a donc ces 3 niveaux, ces 3 étages de l'histoire qui font que cette histoire peut être interprétée, peut être lue comme un texte miroir. Il y a une sorte de redoublement ou de doublement ou de dédoublement en ce qui concerne donc le 2e et le 3e niveau, c'est-à-dire l'histoire de Borges et l'histoire d'Averroès et la narration faite par Borges. Et là, nous avons quand même le problème qui se pose à un niveau beaucoup plus général, qui est le rapport de l'auteur à son œuvre. Je vais lire la dernière, je pense, la fin du conte, ou de la nouvelle, on peut dire le conte aussi, pourquoi pas. D'ailleurs, je vous ai expliqué pourquoi on peut dire conte. Alors, la fin de l'histoire, c'est à la page... Oui, alors, la fin de l'histoire se trouve à la page 129. Et il dit ceci, c'est très intéressant de suivre avec moi, quand il dit « Je compris que mon œuvre se moquait de moi », et c'est Borges qui parle. « Je compris qu'Averroès, s'efforçant de s'imaginer ce qu'est un drame, sans soupçonner ce qu'est un théâtre, n'était pas plus absurde que moi, m'efforçant d'imaginer Averroès, sans autre document que quelques miettes de Renan, de Lane et d'Acine Palacios. » Donc, il n'avait comme référence que des ouvrages en anglais ou en espagnol, mais il n'avait pas, bien sûr, Averroès dans le texte original, donc dans la langue arabe. Et il n'avait que des traductions, donc, qui ne lui permettaient pas de comprendre, de mieux comprendre Averroès. Je continue la citation. « Je compris
à la dernière page que mon récit, et là vous allez voir qu'il s'agit d'une analyse intéressante que fait Borges lui-même, parce que c'est vraiment la structure en miroir. Je compris à la dernière page que mon récit était un symbole de l'homme que je fus pendant que je l'écrivais, et que pour rédiger ce conte, je devais devenir cet homme, et que pour devenir cet homme, je devais écrire ce conte, et ainsi de suite à l'infini. Averroès disparaît à l'instant où je cesse de croire en lui. Donc, Borges se reflète ou se retrouve dans Averroès, dans cet échec de comprendre la culture de l'autre quand on ne domine pas sa langue ou quand on ne partage pas sa culture. Bien, donc, juste pour résumer un petit peu cette partie sur la nouvelle La quête d'Averroès, je dirais que Averroès est un érudit donc, qui chercha son identité à travers l'œuvre d'Aristote, et donc, en étant cet érudit qui cherche son identité à travers l'œuvre d'Aristote, devient le double de Borges qui est lui, bien évidemment, façonné par les siècles antérieurs et qui est lui aussi, comment dire, ancré dans une culture bien spécifique. Donc, nous allons passer à une autre histoire de l'Aleph, dans laquelle deux personnages vont se confondre dans le même destin. Alors, cette nouvelle s'intitule « Les théologiens ». Alors, qu'est-ce qu'un théologien? Vous devez le savoir. Donc, c'est un spécialiste de théologie. Qu'est-ce que c'est que la théologie? C'est une étude, il s'agit d'études en rapport avec les questions religieuses, les dogmes, en rapport avec les dogmes, mais aussi en rapport avec la tradition religieuse. Alors, dans les théologiens, nous avons deux personnages, deux personnages symétriques. D'ailleurs, et ce sont deux personnages qui sont inspirés de la théologie occidentale. Nous avons Jean de Pannonie et nous avons Aurélien, alors qui sont tous les deux des théologiens du début du Moyen-Âge. Et ils s'opposent, ils ont des points de vue opposés. Ils s'opposent concernant donc quelques points de la doctrine chrétienne. Chacun rédige bien évidemment des études qui sont opposées, qui ne sont pas du tout d'accord sur certaines idées théologiques, et donc leurs thèses sont opposées, ce qui va susciter des querelles entre ces deux personnages qui ne se connaissent pas, mais qui se disputent à travers donc leurs thèses, antithèses. Chacun veut démolir la thèse de l'autre, donc ils sont en conflit d'idées. Et donc c'est une guerre au niveau des écrits, au niveau de leurs écrits, et jusqu'à un moment où Aurélien va citer une phrase courte de son ennemi juré, et cette phrase va rendre, ou va, si vous voulez, incriminer Jean de Pannonie, l'incriminer ou l'accuser, si vous voulez, d'être un homme hérétique, dans d'hérésie, et c'est pour cette raison qu'il va être envoyé au bûcher, ça veut dire qu'il va être brûlé vif.
vous savez qu'à l'époque, l'hérésie était condamnable au bûcher, donc il est mort. Et là, bien évidemment, nous allons voir comment est-ce que même Aurélien va connaître le même sort, parce que lui aussi va finir par être condamné comme lui, c'est-à-dire au bûcher pour d'autres idées. Donc ils vont connaître tous les deux le même sort, et finalement ils vont se retrouver tous les deux au paradis. Alors je vais vous lire la fin de la nouvelle à la page 62. C'est un passage très intéressant dans ce sens-là, où les deux personnages vont se confondre en un seul personnage. Alors l'orthodoxe et l'hérétique, c'est-à-dire Aurélien et Jean de Pannonie, c'est à la page 62. Alors voici la fin de la nouvelle. Alors, il est plus correct de dire qu'au paradis, Aurélien apprit que pour l'insondable divinité, lui et Jean de Pannonie, l'orthodoxe et l'hérétique, celui qui haïssait et celui qui était haï, l'accusateur et la victime étaient une même personne. Donc là, nous avons la notion du double dans toute sa beauté. C'est-à-dire comment est-ce que l'hérétique et l'orthodoxe, en fait, nous pouvons être l'un et l'autre en même temps. C'est cela la notion du double chez Borges. Nous pouvons représenter le bien et le mal en même temps. Nous pouvons renfermer en nous des tendances complètement contradictoires et paradoxales. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Nous ne sommes pas que le bien ou nous ne sommes pas que le mal. Nous pouvons être et le bien et le mal en même temps. Donc, je passe à une autre histoire un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire où l'idée du double est aussi présente. C'est l'histoire du guerrier et de la captive qui vient juste après les théologiens. Et elle aussi, c'est une histoire qui va se terminer de façon semblable, parce qu'il est question de personnages de temps différents, d'espaces différents, mais en fait, qui représentent ou qui ont vécu les mêmes histoires, avec la même, si vous voulez, les mêmes idées. Donc, comme j'ai dit, l'histoire du guerrier et de la captive se termine de la même façon que l'histoire des théologiens. Je vais vous lire la fin de l'histoire, tout simplement pour que vous puissiez comprendre disons l'idée qui est à la base de ces deux nouvelles. Alors, à la page 69, à la page 69, nous avons ceci. 1300 ans et la mer sépare le destin de la captive et celui de Grogtouf. Grogtouf, c'est donc un soldat romain qui est devenu un soldat romain, mais qui au départ était un guerrier langopard qui était contre justement les Romains, mais finalement il ne sait comment, il s'est rangé du côté des Romains, il a fait partie des armées romaines. Alors qu'en principe, il était d'un guerrier langobard, c'est-à-dire qu'il était contre les Romains, ainsi de suite. Donc c'est un barbare qui va finir romain. Alors que l'autre histoire, c'est celle de la captive. La captive est une femme anglaise qui a été enlevée par les Indiens
et qui, bien évidemment, n'a pas voulu revenir à la civilisation et qui a préféré rester avec les Indiens. Et donc, elle est un petit peu contre, si vous voulez, toute civilisation, toute appartenance à la civilisation anglaise. Elle était du Yorkshire et donc elle avait été prise, donc kidnappée pendant un raid et les Indiens l'avaient emportée, comme j'ai dit, et puis elle est devenue une véritable indienne qui a coupé tout lien avec la civilisation et la culture anglaise. Et pour rien au monde, elle n'aurait donc quitté la tribu indienne pour rejoindre la civilisation. Alors, je relis la fin de l'histoire, qui est la suivante. 1300 ans, et la mère sépare le destin de la captive. Donc la captive, il s'agit de l'anglaise devenue qui est ensuite devenue indienne, et celui de Droctuf. Droctuf, donc c'est le barbare devenu romain. Donc il a combattu contre les Romains, mais il a fini donc lui-même romain en train de combattre les barbares. 1300 ans et la mer séparent le destin de la captive et celui de Droctuf. Aujourd'hui, l'un et l'autre sont également hors de portée. La figure du barbare qui embrasse la cause de Ravel, c'est-à-dire la cause des Romains, la figure de l'Européenne qui choisit le désert peuvent paraître antagoniques. Pourtant, un élan secret emporta les deux êtres, un élan plus profond que la raison. Et tous deux obéirent à cet élan qu'ils n'auraient pas su justifier. Les histoires que j'ai racontées, c'est Borges bien sûr le narrateur, les histoires que j'ai racontées sont peut-être une seule histoire. L'avers et le revers de cette médaille sont pour Dieu identiques. Donc les deux personnages sont identiques, les histoires sont identiques, ce qui montre que l'homme peut être le même séparé avec plusieurs, je dirais, siècles et dans des temps complètement différents. Mais les histoires se répètent et là nous avons bien évidemment le retour du même qui est je dirais un leitmotiv chez Borges. Il y a aussi un autre texte, pour terminer un peu les exemples chez Borges, il y a un autre texte intéressant à cet égard, c'est la biographie de Taddeo Isidoro Cruz. Cette nouvelle, elle fait partie d'un ensemble de textes qui gravitent autour du personnage Martin Fierro, qui est un grand, je dirais un grand révolutionnaire, qui est d'ailleurs un gaucho qui est devenu hors la loi, et c'est lui qui est le héros du grand poème épique écrit par Hernández, donc le poète argentin Hernández, Martin Fierro. Martin Fierro, c'est l'épopée qui a été donc écrite par José Hernández, qu'il a publié en 1866. Donc c'est une légende célèbre qui est fondée sur une histoire vraie, c'est l'histoire de Martin Fierro. Donc ici le narrateur, dans cette histoire qui s'intitule Biographie de Taddeo Isidoro Cruz, c'est une histoire qui est, si vous voulez, dans laquelle le narrateur raconte le parcours de Cruz. Cruz qui un petit peu suit le même parcours que Martin Fierro, ou Martin Fierro comme vous voulez. Donc lui-même, donc il a été obligé, parce qu'il a tué un homme, de servir dans l'armée nationale argentine. Et donc et il prend part aux guerres civiles auprès, bien sûr, de l'armée, ou dans les rangs de l'armée
national, donc il va prendre part aux grèves, aux guerres, pardon, et il va faire preuve de beaucoup de bravoure, d'audace. Mais un jour, alors que l'armée sera en train de traquer un criminel, un criminel qui est en fait un déserteur, il voulait tuer, parce que vous savez qu'un déserteur, on peut le tuer, et si jamais donc on le trouve, la désertion est toujours punie sévèrement. Donc Cruz, tout d'un coup, se trouve en admiration devant ce déserteur, et il va vouloir le défendre. Et donc il va se rallier à lui, il va combattre à ses côtés, donc il va changer de rang, un peu comme Martin Fierro. Et donc il se rallie à lui, et nous avons cette citation à la page, excusez-moi, je vais vous donner la page tout de suite, à la page 76. Donc à la page 76, nous avons en haut de la page, la première ligne, il comprit que les épaulettes et l'uniforme le gênaient à présent. Il comprit son ultime destin, de loup, non de chien grégaire. Il comprit que l'autre était lui. Le jour se levait, donc là cette phrase est significative à plus d'un titre. Il comprit que l'autre était lui. Donc en fait, en rejoignant l'autre, c'est parce qu'il se retrouvait en l'autre, et c'est parce que l'autre était lui-même. Le jour se levait sur la plaine illimitée. Cruz jeta à terre son képi, cria qu'il ne tolérerait pas que l'on tuât un brave, car c'était un crime, et se mit à se battre contre les soldats, aux côtés du déserteur Martin Fierro. Or, Martin Fierro, c'est un petit peu, si vous voulez, l'emblème ou le représentant de tous les révolutionnaires, les révoltés aussi contre contre l'État. Donc, entre Thésée, tiraillé entre les valeurs de l'héroïsme et l'attrait de la bâtardise, et les personnages de Borges qui fonctionnent en tant que double, nous pouvons voir une convergence à ce niveau-là. Il s'agit de variations sur le thème du double, du miroir. Être l'un et l'autre appartenant au même espace et temps, ou, comme le cas chez Borges, à des espaces et temps différents. C'est un petit peu une conclusion concernant d'ailleurs cet aspect-là, c'est que nous avons cette thématique du double que nous trouvons aussi bien chez Thésée que chez les personnages de Borges. Et nous avons vu des exemples pour mieux concrétiser l'idée du double et pour que vous puissiez comprendre l'idée du double et le concept du double chez Borges et chez Gide. Bien, alors pour conclure, je vais un petit peu faire un récapitulatif des éléments, des convergences, mais aussi des divergences entre les deux auteurs, surtout les deux textes, hein, parce que il est surtout question pour nous de textes, beaucoup plus que d'auteurs. Bien sûr, chez les auteurs, ce sont les écrivains, donc des choix d'écriture. On ne peut pas faire fi de cet aspect-là, c'est-à-dire l'écriture. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le texte. Et donc, on peut ici faire quelques conclusions pour conclure sur une sorte de comparaison, de tableau de comparaison que je vous enverrai sur la plateforme. Mais je vais quand même l'expliquer ici pour que vous puissiez comprendre un petit peu les choses. Alors, nous avons les choses à comparer, donc ce que j'appelle les aspects à comparer.
on voit d'abord chez Borges ce qu'il en est, et ensuite chez Gide. Alors, en ce qui concerne la logique du récit, pour la logique du récit, nous voyons bien que chez Borges, il s'agit de nouvelles, donc de récits brefs, de récits élémentaires. Donc nous sommes dans une forme de récit qui est une forme, comme j'ai dit, assez brève, c'est la nouvelle. Et donc il y a chez lui une logique qui est la logique de la résolution de l'énigme. C'est-à-dire que dans toutes les nouvelles de Borges, nous avons une énigme. Et puis, la fin de la nouvelle apporte une sorte je dirais, de solution qui n'est pas pour autant une véritable solution ou une véritable, je dirais, conclusion. La chute, ce qu'on appelle d'ailleurs la chute, ce sont des chutes, des fois, qui contiennent encore une part d'ambiguïté, et ce que nous remarquons chez Borges, c'est que la fin, la chute de ces nouvelles, c'est toujours, ce sont des chutes surprenantes qui nous surprennent, qui apportent beaucoup de surprises parce qu'on s'y attend pas. Il y a la surprise, mais aussi dans la surprise, il y a le plaisir. C'est parce qu'on s'y attend pas qu'il y a du plaisir à terminer une nouvelle sur une idée qui ne nous a pas du tout frôlé l'esprit. Donc nous sommes en présence de récits qui sont construits en fonction de leur chute, de leur issue, et que tout va dans la nouvelle vers cette issue. Alors que Gide a écrit bien évidemment un roman et que son roman a une résonance testamentaire, c'est-à-dire nous sommes en présence d'un roman biographique où Thésée raconte son histoire, son parcours initiatique, sa double identité. Un fils, ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, il raconte ça, il raconte tout cela, il raconte sa vie à un fils qui est mort. Donc il y a quand même un paradoxe. On pourrait comprendre que cette histoire s'adresse à tous les jeunes finalement, représentés par Hippolyte. Donc il a un petit peu un sens hyperbolique. Et donc le récit va suivre, ce n'est pas comme chez Borges où ce sont des nouvelles assez ponctuelles. Ici, le récit va suivre un ordre chronologique et qui va suivre l'ordre du mythe originel, tout en le transformant. Mais il y a quand même une forme de chronologie dont j'ai parlé au début de cet enregistrement. Alors, un autre aspect à comparer, que nous avons déjà comparé, qui est le labyrinthe. Et on a vu que chez Borges, le labyrinthe peut avoir plusieurs formes. Circulaire, il est linéaire, mais il est surtout spéculaire parce que il y a le jeu de miroir dont j'ai parlé. Il est également rhétorique, c'est une métaphore. Et donc il correspond souvent à une quête aussi d'identité. Il y a aussi la circularité du temps qui est exprimée dans le texte, dans tout le texte. Le temps est circulaire, et on a déjà expliqué comment est-ce que le début rejoint la fin, et on est dans une sorte de récit aussi circulaire. Ensuite, alors chez Gide, le labyrinthe est symbolique aussi, comme chez Borges. Chez les deux, le labyrinthe est symbolique. Mais chez Gide, il représente le pouvoir royal et la domination de Minos, parce que personne, il va prouver sa domination à travers ce labyrinthe, parce que toute personne y pénétrant ne pourra pas en sortir vivante, à l'exception de Thésée, qu'on se mette d'accord. C'est à l'exception de Thésée qui, lui, va réussir à sortir, mais grâce
à l'aide, je dirais, à l'aide vitale d'Ariane. Sinon, il n'aurait jamais retrouvé la sortie. Et ça, c'est bien, hein, sortir du labyrinthe par la femme. Et l'homme ne peut sortir de son labyrinthe que par la femme. Là, nous sommes dans un autre domaine, mais j'en profite pour partager avec vous aussi cette idée. Et on a vu aussi que chez les deux, aussi bien donc Borges que Gide, le labyrinthe est un piège. Parce qu'il attire vers lui les personnes et que, bon, seul celui qui a la force, qui a l'intelligence, qui a aussi l'appui d'une femme peut en sortir. Et pour Thésée de Gide, c'est un piège qui a aussi une autre résonance, c'est-à-dire il peut faire référence ou il peut si vous voulez, nous renvoyer à une relation conjugale qui l'emprisonne, c'est-à-dire le piège de la relation conjugale pour Thésée dans Thésée de Gide correspond à ce piège dans lequel il peut se retrouver et ne plus jamais en sortir s'il ne sait pas comment en sortir, quoi, comment trouver les moyens d'en sortir. Alors, chez Borges, la particularité, si vous voulez, chez Borges, c'est qu'il y a beaucoup plus le concept d'intertextualité, parce qu'il n'y a pas une réécriture linéaire, suivie du mythe, mais on peut trouver par-ci par-là des éléments du mythe de Thésée, alors que chez Gide, bien évidemment, il s'agit d'une véritable réécriture du début à la fin. Là aussi, on peut parler de ça. Donc, vous avez d'un côté l'intertextualité et de l'autre, bien évidemment, une réécriture. Alors, quel est le rapport au mythe dans les deux? C'est-à-dire, quelle est la particularité du rapport au mythe chez l'un et chez l'autre? Alors, donc, comme j'ai dit, chez Borges, nous avons de temps en temps dans quelques éléments du mythe qui sont pris dans leur dimension symbolique. Mais, comme on l'a dit, il garde sa signification tragique. Et je l'ai dit, j'ai beaucoup insisté là-dessus dans le cours précédent, c'est que chez Borges, la dimension tragique, la tonalité ou le ton tragique est présent parce que le labyrinthe est le lieu du crime, le lieu du meurtre, le lieu aussi de la mort, le lieu, si vous voulez, également du piège. Il devient un piège, donc il garde quand même ce côté tragique. Il garde aussi ce côté tragique quand il s'agit du labyrinthe intérieur, hein, et donc existentiel. Qui sommes-nous? Quelle est notre relation au bien, au mal? Est-ce qu'on arrive à sortir de soi-même? Est-ce qu'on arrive à retrouver de la lumière en nous-mêmes? Ou est-ce que c'est plutôt le mal qui domine? Et comment, effectivement, vivons-nous ce labyrinthe intérieur qui nous tient prisonniers, prisonniers aussi de notre histoire, de notre entourage, de notre culture, tout ça quand même est à prendre en considération. Alors il y a quand même un emploi très très large, un emploi très, très étendu chez Borges de la métaphore du mythe du labyrinthe. Et comme le disent souvent les critiques de Borges, Borges est l'écrivain des labyrinthes. Donc on le trouve chez beaucoup de critiques, c'est l'écrivain des labyrinthes. Alors, chez Gide, c'est tout à fait différent. Gide, comme j'ai dit, il dédramatise le mythe, il dédramatise le labyrinthe. Il réalise une sorte de pastiche de l'écriture tragique. Donc il est dans une interprétation du mythe
Donc une dédramatisation et même une ironisation qui est d'ailleurs assez évidente, assez claire du début à la fin du roman. Il va tout modifier dans le mythe, la mort du père, qui n'est plus d'ailleurs la mort qui semble tout à fait naturelle, alors qu'on va apprendre que chez Gide, ça devient une forme de parricide. Il n'a pas, l'abandon d'Ariane également subi une transformation, comme on l'a vu, c'est-à-dire que Ariane finalement, en restant seule sur l'île, elle a pu avoir un avenir meilleur en se mariant avec le dieu Dionysos. Et puis l'épisode des pierres précieuses que vous pouvez voir dans le texte. Et donc nous avons tous ces éléments-là qui sont empreints d'humour, d'ironie, de remise en question, de ce qui fait que c'est ce que j'ai dit depuis le début, nous ne sommes pas du tout en présence d'un mythe qui préserve l'aspect tragique, parce que le mythe au départ est quand même assez tragique. Il y a la mort, il y a la monstruosité, il y a des aspects, il y a aussi la revanche, il y a l'adultère, donc tout ça est assez tragique, un peu à la façon de la tragédie grecque. Donc un autre aspect en ce qui concerne le mythe chez Gide, c'est que comme il s'agit de la narration à la première personne, elle est subjective. Donc il n'y a rien d'objectif. Et des fois, on sent que ce que nous raconte Thésée n'est pas fiable. Il y a une sorte de méfiance du lecteur vis-à-vis de Thésée qui n'est pas pris au sérieux, et donc son récit ne représente aucune vérité. Bien, alors, en ce qui concerne les personnages, et ça va être le dernier point, chez Borges, les personnages, comme j'ai dit, sont caractérisés par le dédoublement, et ils entretiennent entre eux donc des relations spéculaires. Nous l'avons vu à travers les nouvelles que j'ai données en exemple. Et puis, ils sont toujours entre réel et fantastique. Nous savons très bien que chez Borges, comme j'avais défini le fantastique la dernière fois, d'après la définition de Todorov, chez Borges, le fait que les personnages soient situés entre réel et fantastique participe du brouillage des frontières et des codes entre réel et fantastique. C'est ce qui fascine effectivement chez Borges, c'est que nous ne sommes jamais dans le réel pur et simple, et nous ne sommes jamais aussi dans le fantastique. Nous sommes un peu entre les deux, ce qui crée d'ailleurs une forme de fascination à laquelle il y a tout un plaisir de la vivre en lisant les textes de Borges. Alors les personnages de Gide dans Thésée sont ceux de la mythologie, c'est-à-dire ceux de la mythologie avec bien évidemment les transformations dont j'ai parlé. Alors ce que fait Gide est aussi très intéressant, parce qu'il prend les mêmes personnages et il les libère des conventions, il les rend un peu plus critiques vis-à-vis des conventions, mais aussi assez légers. Ariane qui devient même vulgaire à certains moments, et lui-même, Thésée, dans des propos assez vulgaires, assez légers, assez familiers. Donc il entretient même avec la langue une sorte de liberté, et il se libère des contraintes, des conventions, et puis il fait de ces personnages des êtres libres capables
de faire fi de toutes les règles, de tous les liens, et bien évidemment qui refuse la soumission aux forces divines. D'ailleurs, depuis le début, Thésée a réglé son compte avec les dieux. Et il dit ceci, excusez-moi, alors il dit ceci à la page 19 et 20. Donc en bas de la page 19, il dit « Les premières et les plus importantes victoires que devait remporter l'homme, c'est sur les dieux. » Voilà, donc je termine cette comparaison ou ce récapitulatif des comparaisons déjà élaborées avec vous dans les trois vidéos que j'ai enregistrées pour vous, avec l'espoir que vous allez suivre attentivement et que vous allez essayer de lire les textes, lire les documents. Je vais aussi vous envoyer quelques documents ce soir ou demain soir pour reprendre un petit peu avec vous certaines choses que j'ai déjà évoquées aujourd'hui. Et voilà, j'espère que vous allez pouvoir répondre correctement et faire une analyse correcte, je l'espère, parce que il est vrai que rien ne peut remplacer le présentiel. J'en suis très consciente. Et c'est pour cela que j'ai envoyé 3 axes à M. Stitou pour qu'il vous envoie les axes. Mais comme je vous ai dit, je reste dans le labyrinthe, dans le mythe, et j'espère que vous aussi, vous allez faire une sorte de, je dirais, de défi et essayer de, malgré ces circonstances, comme j'ai dit, assez particulières, assez exceptionnelles, mais aussi très, très contraignantes, j'espère que malgré tout ça, vous allez faire au moins un travail correct qui pourrait être évalué positivement et que vous pouvez passer cette épreuve sans grand dommage. Voilà. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite succès, réussite et bonne santé, surtout la bonne santé. Alors prenez soin de vous et à très bientôt.